Né au tournant du 19e siècle, dans le sud des États-Unis, le blues donna à entendre au monde entier la voix des Noirs américains. À travers lui, les descendants des esclaves africains ont décrit la réalité de leur quotidien et trouvé les moyens de survivre en affirmant leur identité. En quelques accords réinventés à l'infini, le blues nous raconte l'émancipation du peuple noir. Prendre la route du blues, c'est avant tout remonter le cours d'une histoire. Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I'll be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey. Comme première étape de ce voyage musical, j'ai choisi Chicago, troisième ville des États-Unis, dans l'État de l'Illinois. C'est dans cette région des Grands Lacs, au nord du pays, qu'ont migré nombre de Noirs entre les deux guerres mondiales. Espérant de meilleures conditions de vie, ils fuyaient les États du Sud, où ils subissaient la pauvreté et la ségrégation raciale. Cette route, qui traverse l'Amérique du Sud au nord, je décide de la prendre à l'envers, du lac Michigan au rivage de la Louisiane, pour aller vers les sources du blues et de l'histoire afro-américaine. Avec à mes côtés un jeune musicien, Ladle McLean. Well, I'm sitting here right now on Lake Michigan, trying to play my blues away. Lord, I'm sitting right down here on Lake Michigan, trying to play the blues away. Well, my baby, she might treat me right when I get home tonight. Maybe I'll buy her a piece of pie. Ladle a grandi ici, à Chicago, dans le quartier du South Side, au cœur de la communauté noire. Une enfance marquée par la musique, avec une mère chanteuse et un père et un frère musiciens. Après des années à se faire la main sur la scène blues de Chicago, il a choisi de partir pour New York, développer ses propres compositions, avec une forte couleur rock. En tournant ce film aujourd'hui, Ladle sait que nous allons ensemble à la rencontre de ses racines les plus profondes. Dès 1870, le développement de Chicago s'est accéléré. Sidérurgie, construction mécanique, agroalimentaire, la ville devient le deuxième centre industriel du pays. De plus, de par sa situation géographique, elle constitue le centre névralgique du réseau ferroviaire national. Véritable bassin d'emploi, elle connaît de nombreuses vagues d'immigration. Les Noirs, qui représentent près de 40% de la population aujourd'hui, commencèrent à arriver massivement du Sud vers 1910. Et ce qu'on appelle désormais la Grande Migration s'est poursuivie durant toute la première moitié du XXe siècle. Beaucoup de ces gens sont venus à cause des usines, les fonderies, les fabricants d'automobiles. C'est là qu'était le boulot. Et Chicago, c'était aussi un des endroits où ils venaient pour s'émanciper. Beaucoup de ces immigrants étaient des musiciens. C'était aussi des métayers. Ils vivaient encore dans les plantations. Ils ont fait de Chicago leur maison. Ils ont amené avec eux tout ce qu'ils avaient. Leur musique, leur art, leur nourriture, leur vie et le blues.
Chicago a électrifié le blues, ce qui a aussi permis d'électrifier le monde. C'est à l'origine du rock. C'est pour ça que c'est si important. Ces gens venaient du Mississippi. Ici, ils ont eu la possibilité de se brancher sur des amplis. Ils ont créé un nouveau son, le Chicago Sound. C'est la force du blues ici à Chicago. La musique est notre culture, ça nous nourrit, ça nourrit la ville. Je crois qu'ici, sans le blues, on ne tiendrait pas. C'est la nuit que Chicago fait le mieux entendre son blues. Le Chicago Sound, hérité des grands noms qui ont marqué l'âge d'or dans les années 40 à 60. De Muddy Waters à Howlin' Wolf, de Jimmy Reed à Willie Dixon, de Luther Allison à Buddy Guy. À la différence des villes du Sud, Chicago proposait à ses artistes des lieux où se produire et rencontrer leur public, permettant l'éclosion d'une véritable scène. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous décidons de nous rendre dans un club dont le nom sonne comme une évidence, le Blues, sur Halsted Street. Heureux hasard, ce soir joue Toronzo Canyon, avec lequel Ledell a joué à ses débuts. J'essaye de maintenir en vie le blues de Chicago, de lui garder son intensité. Pour moi, c'est un devoir, une responsabilité. Le blues a ses règles et ses particularités. Il faut les respecter tout en apportant sa personnalité. Il y a plein de gars qui font ça pour l'argent, pour nourrir leur famille. Chez moi, ça vient du cœur. Je suis complètement dedans quand je joue. J'aime m'amuser, j'aime sentir le public. Je ne sais pas comment font les autres, mais pour moi, ça a un vrai sens. Et c'est pas une blague. Eh, laisse-moi 2 minutes, mec. Je suis sérieux, là. Je parle de choses importantes. Comme je disais, ça a du sens pour moi d'être sur scène. Je veux vraiment faire vivre le blues de Chicago. Je suis ici tous les jours. J'ai un boulot la journée et je fais mon blues la nuit. C'est ça le blues, tu vis avec. Oui, comme Muddy qui conduisait un camion. Albert King, un tracteur, il faisait ça, il jouait leur musique la nuit. C'est vraiment ça que j'aime. C'est comme ça que je vois les choses. Je vous présente Toronzo Canyon. Merci, mec. Bon concert à toi, merci. Bon, allez, il faut que j'y retourne. Allez, les gars, vous êtes prêts? Je peux toucher ses genoux là devant la caméra? Allez, va. Allez, soyez cool. À plus tard. Winded.
Les grands artistes du passé, les grands bluesmen, sont la plus grande influence musicale de notre époque. Sans Muddy Waters, il n'y aurait sûrement pas eu les Rolling Stones. Il y aurait peut-être eu un groupe, mais comment s'appellerait-il? Les Myrtilles? Je tourne ça en blague, mais Muddy Waters a tellement influencé ce groupe qu'ils ont choisi comme nom le titre d'une de ses chansons. Quand j'écoute Muddy, je me sens en connexion avec notre créateur. Nous sommes ici sur la 43e rue, entre la 43e et Berkeley. Tout le long de cette rue, beaucoup de blues a été joué. Vous aviez Muddy, Howlin' Wolf, Little Walter, mais il y a eu aussi une autre histoire qui s'est faite plus tard avec le hip-hop. Ça venait des quartiers difficiles de Lake Park et même plus bas de ceux de Stateway Gardens. Ici, on a un concentré de toutes les musiques, celles des origines et les nouvelles. Elles se rencontrent ici. Avec mon ami Yachtman, on va vous raconter une partie de cette histoire. Let me get a scratch. Let me get a scratch. Yeah. There it is, yo, that's the way it go on 43rd Street. Back in the day, it started with the blues into the rock and roll. This is Godchild, this is Lil Dale. My name is Yachtman. We talk about it, yo, and this is how I go. I put a strain on your brain that your mama can't explain. Yo, it's all about the name. Yo, some people made it and some made it to fame. So successful, man, it's dreadful. Yo, I bring it back. Yo, I don't stack. Only the thing I stack is when it comes to rap. When it comes to blues, the gospel, wherever it's at, we bring it right there. Here it is, yo, man, the kids, the child on the breath, the block, and tell me where it is, man. Who's hot? We show it where it's hot, yo. From checkerboards, 42nd Street to 43rd Street. But in the hood, this is where it's at. Yo, we show you where it started at, yo. Rock and roll started, the blues started. It was blues first, and then rock and roll. Here it is, yo, and the jazz came. And then the hip-hop, it don't stop, yo. It's like R&B. If you can try to see me, this is where you see me on the streets with my brother Dale. And we doing this hip-hop, this blues thing, how it's all encompassing. This is freestyle, this is Yachtman, and I don't stop, man. Dale, hit him off. Yeah. This is where it's at. Yeah, Could you imagine that? Les compagnies de disques américaines comprennent très tôt les possibilités offertes par une clientèle noire et développent pour elles un catalogue spécifique. Elles enregistrent des chanteuses afro-américaines accompagnées par des orchestres de jazz, puis des bluesmen issus des campagnes du Sud. Tout un marché se développe qui génère des profits importants. À Chicago, nous décidons de nous rendre au mythique studio de Chess sur Michigan Avenue. Ici furent réalisés des enregistrements historiques avec les plus grands bluesmen des années 50 et 60 comme Etta James, Muddy Waters ou Chuck Berry. Pour Ladle, l'occasion d'interpréter quelques compositions de Willie Dixon, un des artistes emblématiques du studio, en duo avec sa petite fille Keisha. Butcher, night, toting, and
Willie est venu à Chicago et c'est là qu'il a écrit l'essentiel de sa musique. Il a rencontré des artistes comme Muddy Waters qui pouvaient interpréter ce type de chansons. Willie répétait avec ses artistes, jour et nuit. Il les préparait à enregistrer en studio. Il assurait souvent la partie basse et il faisait les arrangements aussi. C'est pour ça que, aujourd'hui encore, vous pouvez entendre ces chansons dans des versions aussi bien blues que rock ou country. Je suis totalement d'accord avec Willie qui disait que le blues se nourrit de la vie réelle. Dès qu'on entend un blues, il parle de la vie de quelqu'un. Ce n'est pas la seule musique dans ce cas. Le gospel se nourrit aussi des faits de la vie. Le blues et le gospel furent les premiers à le faire. C'est parti des plantations, de l'esclavage. Par exemple, lorsque quelqu'un chantait quelque chose comme « Je me suis réveillé ce matin, ma belle était partie », ça se passait dans les champs de coton ou dans une plantation, quelque part. Au réveil, la femme ou le mari était parti. Et ils ne pouvaient rien faire pour se défendre. Le mari partait à cause de la pauvreté et de tout ce qu'ils enduraient. La femme pour les mêmes raisons. Il leur fallait toujours lutter. Et encore aujourd'hui, le blues n'est pas assez reconnu pour tout ce qu'il nous raconte de la vie des gens. Over my head, I hear music in the air. Pour ceux qui tentent l'aventure, les grandes villes du Nord sont rarement l'Eldorado espéré. De véritables ghettos noirs se développent, comme à Chicago, avec le quartier du South Side. Des conditions de vie extrêmement dures, dans des bâtiments insalubres, où la misère engendre rapidement violence et insécurité. Pourtant, pour masquer son échec aux yeux de ceux qui sont encore là-bas, dans le Sud, chacun entretient la légende d'un Sweet Home Chicago. On est dans le quartier sud de Chicago. Je vais rendre visite à mon père et à mon frère, chez mon père. Je n'ai pas mis les pieds ici depuis que ma mère est décédée en 2007. Ça va être très intéressant de les faire parler de musique. La musique avec laquelle mon père a grandi, ici à Chicago, ce qu'écoutaient les gens. Mon frère était plus dans le blues et mon père, lui, était plus dans le jazz ou le doo-wop. Tous les deux m'ont beaucoup influencé musicalement dès mon plus jeune âge. Je crois que ça m'a sauvé de la rue aussi.
Je pouvais toujours rentrer chez moi et jouer d'un instrument. Et quelles que soient mes frustrations d'adolescent ou les problèmes que j'avais à la maison, je pouvais toujours m'évader avec la musique. André Cotton, frère aîné de Liddell, fut un batteur de blues réputé. Il a accompagné des artistes aussi prestigieux que Willie Dixon, Buddy Guy ou Junior Wells. C'est sur sa batterie que Liddell a commencé à jouer de la musique. Et comme celui-ci partait de plus en plus souvent en tournée, emportant son instrument avec lui, Liddell s'est tourné vers la guitare. Son père, Lamont Braswell, était lui aussi batteur professionnel. Pour Liddell, c'est une grande fierté de savoir qu'il a joué aux côtés de Jimmy Reed, Johnny Taylor et même le grand Muddy Waters. J'ai appris la musique en écoutant Sam Cooke, Sam Gospel, Lou Rawls. C'était les Soul Stirrers. Ils étaient ici à l'angle de la 36e et de Lake Park. Et on avait l'habitude de les écouter chanter. Quand tu étais plus jeune, tu traînais par là? Non, on allait là-bas pour les écouter. Sam Cooke chantait tellement bien que tu apprenais simplement en l'écoutant. Ouais, c'était le Michael Jackson de mon époque. C'était Michael Jackson. C'était le meilleur de tous les artistes qui se produisaient à l'époque, à part Elvis Presley. Il était bon à ce point-là, mon gars. Et James Brown alors? Ah oui, bien sûr. C'était la première fois que je voyais deux batteurs dans un groupe. C'était génial. J'adore James Brown, depuis que je suis tout petit. J'avais l'habitude de prendre 2 couteaux à beurre et une chaise. Je n'avais pas de baguette parce que, tu sais... Tu n'avais pas de baguette, c'est tout. Ouais, je n'avais pas de baguette. Alors je prenais la chaise de ma mère pendant qu'elle était sortie, je mettais un disque de James Brown, Cold Sweat. Et James Brown disait « À toi le batteur !» Et je me disais « Ok, je peux jouer ce rythme. » C'est vraiment cool. Et quand j'ai maîtrisé ce rythme, une fois ma mère est rentrée à la maison avec un groupe de musique. C'était des amis à elle. Ils ont ramené des guitares et plein d'autres instruments. Je me suis mis à la batterie et ma mère m'a vu jouer. Elle a été sciée. Mon Dieu, je ne savais pas que mon fils pouvait jouer. Lui, il m'avait appris quand j'avais 5 ans et je n'ai jamais oublié. Et j'ai repassé James Brown jusqu'à ce que je puisse jouer ce rythme. C'est le rythme de base pour le blues. Il est temps pour nous de quitter Chicago. Ici, nous avons ressenti de manière très forte l'ombre tutélaire exercée par les grands bluesmen, désormais mondialement reconnus. Dans les clubs, la tradition se perpétue, même si la plupart des pionniers du genre ont aujourd'hui disparu. Mais le blues est aussi devenu un business qui profite rarement à la communauté noire dont il est issu. Et après tout, n'en a-t-il pas toujours été ainsi ?
On roule vers le sud, sur la 55. On laisse Chicago en direction de Saint-Louis. C'est la route qui a amené le blues du Mississippi à Chicago. Les gens montaient en bus, avec très peu d'affaires. Une des vieilles chansons raconte « Alors bébé, tu veux pas venir au pays du lait et du miel dans mon doux foyer de Chicago ?» C'est par là qu'ils sont montés vers le nord et c'est par là que nous on descend vers le sud, sur la route 55. Ça y est, la route du sud. 500 km jusqu'à notre prochaine étape, Saint-Louis, à l'intersection du Mississippi et du Missouri. Je pose la caméra dans les faubourgs populaires de la ville, sur l'Abadie Street, au milieu d'un périmètre de quelques maisons où tout un pan de la musique noire américaine prend sa source. C'est ici qu'a grandi Chuck Berry, l'auteur génial de Johnny B. Good, Route 66 ou encore Roll Over Beethoven, à la croisée du blues et du rock'n'roll. Ici, nous retrouvons Fernando Jones, un bluesman réputé qui fut autrefois l'un des mentors de Liddell. I get my check on Friday, lay it on your table. I don't know if you're willing, but I know that you're able. Baby, you're no good. Low down, no good, pretty woman. Auteur-compositeur, Fernando Jones est un puriste du blues. En parallèle de son propre travail de création, il se bat pour la mémoire du genre dont il enseigne l'histoire au Columbia College de Chicago. Last time through, get real soft on them, lad. Well, my friends say leave you alone, but you got it going on. Excellent. Ça fait du bien de jouer avec toi, mon vieux. Bien, bien, je savais pas que tu te souvenais de tout ça. Ouais, je m'en rappelle. Montre-moi ça, Fernando, et puis ça, et puis ça. Tu me fais plaisir, mon gars. Sans toi, peut-être que j'aurais pas de guitare aujourd'hui. J'ai autant besoin de toi que tu as besoin de moi, mon frère. Avec Fernando Jones, nous nous rendons 6504 Delmar Boulevard, au Blueberry Hill, un bar-restaurant où Chuck Berry se produit encore une fois par mois. Un véritable temple à sa gloire, où la salle de concert a pour nom Duck Room, la salle du canard. Une référence directe au Duck Walk, le jeu de scène qui constitue la marque de fabrique de l'artiste. C'est Fernando qui a choisi cet endroit pour répondre à nos questions et nous expliquer sa vision du blues. J'ai grandi à Chicago et mes grands frères jouaient le blues. Mes parents sont du Mississippi, ma mère et mon père. J'ai grandi alors que le blues faisait encore partie de la culture populaire. À mes débuts, c'était toujours cool d'écouter du blues, également d'essayer d'en jouer, d'apprendre comment le jouer. Le blues, c'est une musique intime, presque sacrée. Il est indispensable que le public joue un rôle actif et qu'il y ait un dialogue avec lui. Pour qu'il y ait un véritable échange, il vous faut puiser des choses de ce public, en même temps que vous donnez de vous-même. Alors il faut savoir impliquer les gens. Vous ne jouez pas juste vos morceaux. Il faut inviter les gens à partager une expérience. Quelquefois, quand vous débutez en tant qu'artiste, vous commencez par jouer juste pour vous-même. Vous jouez votre répertoire, tout ce que vous savez faire. Et si les gens n'aiment pas,
tant pis pour eux. Et puis vient un moment où vous avez vraiment envie que ça leur plaise. Alors vous regardez votre public un peu comme un attaquant au foot qui observe ses équipiers à l'arrière. Vous vous dites normalement, je devrais envoyer le ballon de ce côté-là. Mais quand je regarde mes défenseurs, je vais plutôt l'envoyer de l'autre côté. Ainsi, dans certains cas, il faut savoir changer l'ordre des morceaux, ou le rythme, les arrangements aussi. Il faut savoir s'avancer vers le public, utiliser l'humour, sortir une blague parfois. Tout est bon pour impliquer son public. Et avec un peu de chance, tu peux retirer d'eux quelque chose. Une vraie relation s'établit. Quand tu en es là, tu peux vraiment mettre le feu. Well, I tumble like a tumbleweed, and I roll like a rolling stone. Well, you'll never see me crumble, and you'll never know the blues I'm known. Well, my mother's from Mississippi, and my daddy's from there too. Even though I'm from the city, I'm from Mississippi too. 'Cause I tumble like a tumbleweed, and I roll like a rolling stone. Well, you'll never see me crumble, and you'll never know the blues I'm known. Exit Saint-Louis, direction Memphis, Tennessee, à 450 km. C'est la dernière grande ville avant les États du Sud, sur les bords du Mississippi. La capitale du coton, à quelques heures de navigation des grandes plantations. Memphis est un carrefour commercial, mais aussi musical. Rock, soul, blues. Partout, les enseignes rappellent le rôle historique joué par les fabricants de guitares, les artistes, les studios d'enregistrement. Les clubs aussi, comme dans Beale Street, baptisée au début du siècle la grande rue de l'Amérique noire et immortalisée par le Beale Street Blues de William Handy. Autrefois célèbre pour ses tripots, ses maisons closes et son blues, Beale Street est aujourd'hui la première attraction touristique du Tennessee. Une accumulation de fast-food, de boutiques de souvenirs et de musique bon marché. Pas besoin de s'attarder. Je préfère reprendre la voiture vers un autre haut lieu de la ville, avec l'espoir d'éprouver un peu plus d'émotion. « 926 East McLemore Avenue, le musée dédié au label Stax, qui enregistra entre les années 60 et 70 parmi les plus grands noms du rhythm and blues. Otis Redding, mais aussi Rufus Thomas, Johnny Taylor, Eddie Floyd, Sam and Dave ou encore Isaac Hayes. Stax, c'était la réponse de Memphis au label de New York ou de Détroit, comme Tamla Motown. Une soul moins directement commerciale, moins sucrée, plus sauvage. Une forme originale, née du métissage d'artistes blancs et d'artistes noirs, qui constituèrent ici une véritable famille de création. Le symbole le plus évident de ce métissage était certainement le groupe Booker T and the MGs, auteur du hit planétaire Green Onions, qui accompagnait la plupart des artistes du label. Reconstitution du studio original, exposition des guitares d'Albert King ou de Ike Turner, des costumes de scène. Sans conteste, le point d'orgue de cet itinéraire nostalgique, c'est la Cadillac Eldorado de Isaac Hayes, le Moïse noir. Auteur du génial Shaft,
est l'une des figures les plus emblématiques de la culture noire américaine des années 70. Au terme de la visite, nous décidons avec Ledl de questionner la nouvelle génération. Ma première question est, qu'est-ce que la musique signifie pour vous lorsque vous l'écoutez? La musique me permet d'exprimer ce que je ressens. Et quand je danse, elle me dit qui je suis. Waouh, c'est incroyable. Pour moi, la musique, c'est quelque chose de spirituel. Il y a toujours un sens et des leçons à en tirer. La musique, pour moi, permet, même si on s'exprime dans une langue totalement différente, de communiquer avec les autres par le chant. Incroyable. Ok, question suivante. On va essayer d'avoir le plus de réponses possible. Ma question est, combien d'entre vous jouent d'un instrument? Dites-nous de quel instrument et pourquoi vous l'aimez bien. Je joue de la batterie. De la batterie? Tu aimes la batterie? Et toi? Je joue du piano. Tu joues d'un instrument? Oui, je joue de la guitare rock et du piano. Et j'aime la façon dont ça me permet de m'exprimer. Pas juste comment je me sens, mais ce que je ressens. Peut-on vivre sans musique? Est-ce que le blues est bon pour nous? Est-ce que le rock est bon pour nous? La soul, le hip-hop, la country, le R&B. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. This is me. Après Stax, pèlerinage dans un autre grand lieu musical de Memphis, au 706 Union Avenue. Considéré comme le berceau du rock'n'roll, le studio Sun appartient à tout jamais à la légende de Memphis. Ici furent enregistrés les premiers succès du jeune Elvis Presley, alors inconnu. Pour Ledl, impossible de résister à la tentation d'y interpréter une de ses compositions. Hey, I'm your king snake baby now. I'm rolling right into your town. Hey now, give me what I want, baby. Lord, don't come messing around. Well, I'm gonna wrap myself around the girl, squeeze and hold you tight. Lord, I'm gonna wrap my arms around you now, squeeze and hold you tight. If you don't like my loving, baby, you gotta try me when I bite. L'âge d'or de Sun Records aura duré 5 ans à peine. Les artistes, notamment Elvis et Johnny Cash, quittèrent le label pour signer avec de grandes compagnies. Mais quelques pépites rock indémodables comme That's Alright Mama, Blue Sweat Shoes ou encore Great Balls of Fire nous rappellent que c'est bien ici que l'aventure a commencé. Autre grand lieu de la mémoire de Memphis, le 450 Mulberry Street. Cette fois, pas de label ou de studio d'enregistrement, mais le lieu d'une tragédie. Le 4 avril 1968,
le pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix, est assassiné au Lorraine Motel. But the man who fought against violence is by violence destroyed. Destroyed by an assassin's bullet at Memphis, Tennessee. Le Lorraine Motel est aujourd'hui un musée, dédié à la mémoire de Luther King et du mouvement des droits civiques, dont il fut l'un des leaders dans les années 1950 et 1960. Le mouvement des droits civiques luttait contre la ségrégation raciale que subissaient les Noirs, notamment dans les États du Sud, et réclamait l'égalité des droits politiques. Afin de sensibiliser l'opinion américaine, il organisa de nombreuses marches pacifistes, dont la plus célèbre se tint à Washington le 28 août 1963. Cette mobilisation sans précédent permit l'adoption de nouvelles lois. En 1964, toute discrimination raciale dans les lieux publics et au travail est interdite. En 1965, le droit de vote est enfin garanti à la population noire. Un des événements déclencheurs fut l'aventure de Rosa Parks, en Alabama. Le 1er décembre 1955, celle-ci s'oppose au conducteur d'un bus de la ville de Montgomery, qui lui ordonne de céder sa place à un blanc, comme le stipule le règlement local. Son arrestation déclenche le boycott de la compagnie des bus de la ville par les militants des droits civiques, boycott qui durera 381 jours. I need that seat now. Please move back. If you can sit there in other buses, suppose you get off and ride in one of them. If you don't move out of that seat, I'll have you arrested. Get up from there! In 1955, if you had not moved by this point, you would be arrested. Wow. 1955. En 1955, tu te faisais arrêter juste parce que tu étais assis là. Pas parce que tu t'étais trompé de place, pas parce que tu n'avais pas payé ta place, mais bien à cause de la couleur de ta peau. En 1955, tu aurais été embarqué. C'est un sujet grave. Parlons un peu du cas de Rosa Parks. Elle est fatiguée, elle rentre du travail, et là, quelqu'un lui dit de bouger. Là, puis là, et encore là. Alors qu'elle a payé sa place, comme tout le monde dans le bus. Elle a été celle qui a dit non. Stop, j'en ai assez. Ce soir, ça s'arrête. En disant ça, elle a montré le chemin au mouvement des droits civiques, au combat des années 60 pour l'égalité des droits, pour les femmes et tous les gens de couleur. Cette femme qui a dit « Non, j'en ai assez », alors qu'elle rentrait fatiguée du travail, a ouvert une porte. Elle a éveillé la conscience de toute une nation. Et aujourd'hui, nous avons un président noir. La force du mouvement des droits civiques était de revendiquer la non-violence. Au racisme quotidien et aux tentatives d'intimidation, les militants opposaient une désobéissance pacifique, imposant simplement leur présence là où on les déclarait indésirables. Du fait des lois ségrégationnistes Jim Crow, alors en vigueur dans les États du Sud, les Noirs étaient des citoyens de seconde zone, maintenus à l'écart du reste de la population. À l'époque, on nous appelait nègres, personnes de couleur. Vous savez, l'esclavage n'existait plus, mais nous avions les lois Jim Crow. Les Noirs avaient des toilettes séparées, les gens de couleur devaient se tenir à l'arrière des bus, ils n'avaient pas accès aux mêmes emplois que les Blancs, même s'ils étaient suffisamment qualifiés. L'esclavage était aboli, mais les lois Jim Crow, c'était un moyen de nous dire « Hey, nous avons toujours la main mise sur vous ».
Donc, le mouvement des droits civiques nous a permis d'amorcer le mouvement des droits de l'homme, afin d'obtenir une égalité de droits pour tout le monde. Et grâce à ça, beaucoup de ces lois de Jim Crow ont disparu. Dernière soirée à Memphis. Décidément, Beale Street me paraît toujours aussi superficielle, surtout après la visite du Lorraine Motel. Nous décidons de tenter notre chance à 2 rues de là, au Ground Zero, club de blues dont l'un des propriétaires n'est autre que l'acteur Morgan Freeman. Une bonne surprise, du blues, du vrai, et l'opportunité pour Ladle de partager la scène avec les musiciens de l'établissement. Dernière soirée réussie donc, improvisée, authentique, musicale. Today I run the Chevrolet, tomorrow I might be riding a Cadillac. Don't burn down the bridge, baby. Hey, you might need to come back. Ain't no greener on the other side of my track.
nous sommes à la moitié de notre voyage. Nous quittons le Tennessee via la route 61 qui se déroule jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Le sud nous attend. Delta du Mississippi, la source du blues, d'où tout est parti. Cette zone rurale de l'Amérique, à majorité noire, s'étale en fait sur plusieurs États. Mississippi, mais aussi Arkansas, Tennessee, Alabama, Louisiane. Ici, dans les champs de coton, de maïs ou de canne, métayers et travailleurs agricoles trouvèrent avec le blues le moyen de supporter le poids du labeur, du racisme et de la pauvreté. Well, after misery old feeling, honey, now, well, gal, I must have a hay. À peine quelques dizaines de miles que nous avons quitté Memphis, et le paysage, déjà, déroule sa monotonie. Une plaine, plate comme la main, qui s'étale à perte de vue, et dans laquelle se succèdent des exploitations isolées. Notre première étape est dans le Mississippi, à Clarksdale, dans le comté de Coahoma. Pour Liddell, cette nouvelle partie du voyage est sans doute la plus excitante, car la moins familière, le lieu véritable de ses racines musicales. Clarksdale est un passage obligé pour tous les passionnés du blues. Ici convergent les mythiques routes 61 et 49, les deux grandes routes historiques qui traversent tout le delta. D'innombrables bluesmen, parmi les plus prestigieux, ont marqué la ville de leur empreinte. John Lee Hooker est né ici, Son House également. Muddy Waters y a grandi. Et nombreux sont ceux qui, encore aujourd'hui, veillent à perpétuer ici la tradition du Delta Blues. Les premiers groupes de rock qui sont venus aux États-Unis au moment de ce qu'on a appelé l'invasion britannique, les Rolling Stones, les Beatles, Cream, Eric Clapton, Led Zeppelin, ils avaient à peine atterri qu'ils demandaient déjà où trouver Muddy Waters, où trouver Howlin' Wolf. Ces deux-là avaient quitté le Mississippi pour Chicago et étaient devenus très célèbres. Mais ici, c'est vraiment le ground zero pour le blues, à Clarksdale, Mississippi. C'est d'ici que tout est parti. Et le blues a été, et reste encore, un cadeau fait par l'Amérique au reste du monde. Avant de tenter leur chance dans les grandes villes du Nord, les bluesmen du Delta disposaient déjà d'une solide expérience acquise en jouant devant un public local. Sur Stovall Road, aux portes de Clarksdale, nous découvrons le lieu où Muddy Waters, jeune ouvrier agricole, apprit à jouer de l'harmonica puis de la guitare et composa son premier répertoire. C'est le musicologue Alan Lomax qui, sur des conseils avisés, vient l'enregistrer ici pour la première fois en 1941. Muddy a 26 ans. 2 ans plus tard, il part pour Chicago. La préservation du patrimoine musical du Delta doit beaucoup au travail de John Lomax, ainsi que de son fils Alan, qui l'assiste sur le terrain et poursuivra son œuvre après lui. Passionné d'une musique populaire, jouée et chantée par les plus démunis, les deux hommes sillonnent le pays pour enregistrer des centaines de chansons. Dans le sud, blues, ballades et chants de travail des Noirs échappent ainsi à l'oubli. Roll on, roll on, roll on, Red River, roll on. There's a woman he's loving, sure gonna get him killed. Well, I heard a mighty rumbling, and then I looked around. Was a northern and a southern, time that'll do
on down. Woo! Hey, hey, hey. Hey, Lord, Lord, hey, Lord. Hey, hey, hey. Lord, 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 hey, Lord. Roll on, roll on, roll on, Red River, roll on. I'm singing these blues because my love is gone. Comment retrouver aujourd'hui l'émotion éprouvée à l'écoute des premiers enregistrements des artistes du Delta? Lorsque le blues, avec une instrumentation réduite au minimum, était avant tout le témoignage d'un vécu et d'une appartenance. La réponse, nous la trouvons à Como, au nord de Clarksdale, lors d'une rencontre avec le bluesman Earl Boyce. The world out y'all ain't never seen before. Over there they don't eat like we eat here. It ain't no sickin' over there. Over there, y'all. Everybody treats you so fine. Pussy don't say like you do here. The beer don't taste like it tastes here. Earl Boyce est un bluesman très respecté au sein de sa communauté. Visiblement heureux de partager ce moment musical avec l'Edel, il accepte de dérouler pour nous le fil de ses souvenirs. Laisse-moi te dire un truc sur le blues. Le blues, c'est tout ce que tu mets dedans. Ça raconte quel genre de femme tu as, quel type de vie tu mènes, tu vois. On a grandi dans les champs en ramassant le coton et en chantant. Notre blues, il vient de là. Des gens comme moi, Bud, Elsa James, Pimp Daddy, vous les autres, vous n'avez jamais connu tout ça. Jusqu'à tard le soir, on conduisait les tracteurs, avec juste un feu pour nous éclairer. Baby, 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 baby. If you hear me moaning, baby, when I get home, I don't want to see no one but me. J'étais assis sur ce tracteur et je disais, « Qu'est-ce que tu dis, Bud ?» Oh, baby. Je conduis cette mule. Et j'avais un oncle qui disait, « Ramène-toi par ici. » Allez, ramène-toi. Baby, I told you one of these old days you're gonna sit down, sit down, sit down, sit down, sit down when I tell you. Yeah. Whoa! Get on back over here. Ramène-toi ici. Get over here. Ramène-toi ici. Allez, viens là. C'était dur, mon gars. On a été élevés à la dure. C'était pas facile. Ramasser le coton du lever au coucher du soleil. Et puis couper, arracher le maïs. Si tu ne le faisais pas, tu ne mangeais pas. Alors, on partageait avec ceux qui n'avaient rien. Bon sang, je voudrais pas le revivre. Baby, I told you, baby.
I did a crime and I can't even write my name. Des chiens. On était des chiens à l'époque. Ils te tuaient. I want to know who that is. My mother, oh Lord, and my wife. But 3 women in my life. And my mother, and my daughter, and my old wife. That's enough. That's enough. What you say? Talk to me. Oh, you don't like him, do you? Come here, Julie. Come here, Julie. Come here, Julie. Personne m'a appris ce que je sais. Personne. Tout ce que je sais, je l'ai appris tout seul. Comme pour toi. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est sûr. C'est ce qui fait de nous des bluesmen. Eh ouais, c'est ça le blues. Je vais pas essayer d'avoir le dessus et toi non plus. On va juste jouer ensemble. C'était bon de jouer avec toi. Ah, pour moi aussi, j'ai bien aimé ton waouh waouh waouh. Je vais me trouver une pédale comme ça. J'essayais juste de te suivre, tu sais. Oh, mais t'étais là, mon gars. T'étais bien là. Another man done gone. Another man done gone from the county from. Avant les années 60, la société du Sud demeure coupée en deux. Les Noirs subissent une discrimination raciale bien plus importante que dans le reste du pays. Et toute tentative d'émancipation se voit opposer une résistance farouche. Le Ku Klux Klan, pourtant interdit officiellement en 1928, connaît même un regain d'activité dans les années 50, en réaction au mouvement antiségrégationniste. Prônant la suprématie de la race blanche, il fait planer une menace permanente sur les Noirs et tous ceux qui prennent leur défense. Intimidation, violence, assassinat. Les États sudistes ont toujours eu le souci de marquer leur indépendance par rapport aux législateurs de Washington. Depuis la fin de la guerre de sécession, ce sont des centaines de lynchages qui ont été perpétrés. Symbole le plus célèbre de cette terreur au quotidien, l'affaire Emmett Till en 1955. Âgé de 14 ans, le jeune homme quitte Chicago pour un séjour d'été chez son oncle, dans le Mississippi. Accusé d'avoir sifflé une femme blanche, il est assassiné par le mari de celle-ci et son demi-frère, après avoir été sauvagement torturé. 1 heure de délibération suffit au jury, exclusivement blanc, pour acquitter les 2 hommes à l'unanimité. Quelques mois plus tard, ils avouent leur crime dans les pages du magazine Look pour $4 000, en toute impunité. Cette histoire, qui marqua en profondeur les consciences américaines, c'est Liddell qui me la raconte. Alors que nous dépassons Monet, la petite ville où le drame s'est produit. Nous roulons maintenant vers Greenwood, dans le comté de Leflore, où le bluesman Robert Johnson vécut ces dernières années. Johnson fut peut-être le musicien du Delta qui exerça la plus grande influence, tous genres confondus, de Muddy Waters aux Rolling Stones, des Blues Brothers à Ben Harper, de Led Zeppelin aux Red Hot Chili Peppers. Pourtant, il n'existe de lui qu'une trentaine de titres enregistrés, car il disparaît prématurément en 1938,
à l'âge de 27 ans, après une sombre histoire d'adultère. La légende veut que ce soit ici, à la croisée des chemins traversant les champs de coton, que Johnson ait vendu son âme au diable, contre l'assurance de devenir le plus grand bluesman de tous les temps. I went down to the crossroads. I fell down on my knees. I went down to the crossroads. Fell down on my knees. I tried to find a bride, but nobody seems to know me. Ici, c'est censé être la véritable croisée des chemins, là où il a tenté de vendre son âme au diable. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Vous savez, quelquefois, on donne naissance à un mythe. Et on se sert de ce mythe pour sa publicité. Qui sait ce qui s'est vraiment passé? Quoi qu'il en soit, Robert est devenu un formidable compositeur et chanteur de blues. Dans le quartier de Baptistown, à Greenwood, nous faisons la connaissance de Sylvester Hoover. Sylvester connaît dans ses moindres détails l'histoire des bluesmen qui ont séjourné ici, tels que Honeyboy Edward, Guitar Slim et bien sûr Robert Johnson. Il propose spontanément de nous guider dans Yonge Street pour découvrir les itinéraires de ce dernier. Allons par là que je puisse te montrer un peu ce qu'il faisait dans le coin. Par exemple, cette maison où Robert Johnson venait se procurer son whisky de contrebande. S'il venait ici durant les jours de semaine pour chercher son whisky, il ne pouvait pas utiliser la porte de devant. Il habitait dans l'allée là-bas, à 10 mètres à peine de distance. Mais il lui fallait se faufiler jusqu'ici en passant par l'arrière des maisons, une par une. Parce que, en tant qu'Afro-Américain, à l'époque, dans le delta du Mississippi, tu n'avais pas le droit de te trouver dans la rue en pleine journée. Il y avait les lois Jim Crow. Si on te trouvait dans la rue en pleine journée, on te ramassait et on t'emmenait de force dans un champ de coton pour y travailler. Ou bien on te mettait en prison. Tu pouvais écoper d'1 an de prison juste pour avoir marché dans la rue. Pendant la journée. C'est ça, pendant la journée. Entre 6 h du matin et 6 h du soir, il était interdit de se trouver dans la rue. Putain, enfin, je veux dire, c'est moche. Mais c'est tout ça qui le poussait à jouer du blues. Parce que les circonstances étaient difficiles et qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, il voulait raconter aux gens ce que lui vivait. Et la seule manière de le faire, c'était à travers sa musique. Ici même, au coin de cette rue, Robert Johnson et Honeyboy Edward venaient jouer chaque samedi matin, avant d'aller dans Johnson Street pour leur concert du samedi soir. Chaque samedi, ils venaient répéter exactement ici. Quand Robert Johnson jouait, les gens venaient de partout. Les rues étaient remplies de monde. Les voitures ne pouvaient plus passer. La police descendait régulièrement et disait « Vous devez reculer dans l'allée ». Il y avait tellement de monde. Les gens étaient partout. Honeyboy disait que Robert Johnson attirait les gens comme un aimant. Il chantait exactement ce que vivaient les gens. Ce qui se passait à l'époque. Exactement. Dans Sweet Home Chicago, il disait aux gens « Allez à Chicago, vous vous en sortirez mieux ». Vous savez, il aimait bien être ici, mais il voulait son doux foyer de Chicago. Parce que c'était plus facile de gagner $1 là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est ici qu'il a perfectionné son talent. C'est ce lieu qui l'a poussé à chanter. C'était exactement ici. I'm sitting here down on Yonge Street. The blues is right here and down on Yonge Street.
right in Baptist town, where all the kids come and play around. Kids are very smart, and they love to sing the blues. And my good friend Sylvester now loves to preserve what is going on here. Well, if you come on down to Mississippi and feel the blues all day long. Retour à Clarksdale, à temps pour assister au concert privé d'un bluesman nommé Super Chicken. Il fabriquerait lui-même toutes ses guitares, nous dit-on, et disposerait d'un humour ravageur. We're going to go a little further back than 65, going back to the Diddley Bow days. This is part of a bad boy lawnmower. I took the shield off it. Matter of fact, during the motorcycle rally, we was out there on the yard, and Mr. Espy walked across the yard that day, and he kind of looked at me kind of strange. He said, "What are you doing sitting on that lawnmower?" He didn't know I was going to take the shield off it and make me a guitar. This is a diddley bow. Yeah, a diddley bow is every poor man's first guitar. And speaking of poor, that's the way I grew up. We were so poor coming up, we was recycling before we knew what recycling was. Every time we threw something away, we took a second look at it, we went back and got it, and we done something with it. And I've been making things since I was a kid. We had to make our own toys for Christmas. So now I got me a lawnmower guitar. We're gonna see what that's gonna work out like. A diddley bow don't have frets. I can put my fingers underneath these strings. So I got 6 strings here to slide on like a lap steel. But it's a far cry from a lap steel, but we're gonna see if I can play a little something for you on it. How about that? We're going back in time now. I was born in Mississippi, moved to Tennessee, spent a lot of time in Arkansas, where am I from? I'm from Mississippi, Arkansas. Yeah, we have a lot of fun. Come on, go down there with me, y'all. I argue with the saw when I'm sawing a log. You tend you don't see me, treat me like a dog. Where am I from, y'all? I'm from Mississippi, Arkansas. Yeah, we have a lot of fun. Come on, go down there with me, y'all. J'ai gardé ce vieux style du Delta et ce son avec lesquels j'ai grandi. Ça sera toujours là. Alors j'ai mis ça au goût du jour. C'est une vieille musique, mais avec un goût nouveau. J'ai apporté des variations à la Super Chicken. C'est toujours les 2 premières notes que ma mère m'a appris. Je joue toujours ces 2 mêmes notes, mais je les ai chicanifiées, plus épicées, quoi. On n'oublie pas d'où on vient. Un gars peut quitter son pays, mais son pays ne le quitte jamais. Going to the woodpile. Quand tu passes ta vie à apprendre les chansons des autres, tu oublies qui tu es.
Il y a beaucoup de musique en toi et si tu creuses, tu peux développer quelque chose de nouveau pour les gens. Mais si tu joues juste ce que tout le monde a joué avant toi, t'entends toujours la même chose. Joué par une nouvelle personne, c'est tout. Oh, ce gars-là, il sonne comme un tel ou un tel. J'arrive pour jouer dans des clubs et les gens me demandent de jouer certains morceaux, je leur dis « Je peux pas jouer tout ce que vous avez dans la tête. Je suis pas un jukebox. » Ah, qu'est-ce que tu joues alors? Je joue du Super Chicken. Et qui c'est celui-là? Ben c'est moi. Écoute, si tu ne peux pas jouer du B.B. King, t'as rien à faire ici. Alors là, je réponds, la prochaine fois que tu vas à un concert de B.B. King, demande-lui de jouer du Super Chicken. Ah, il ne le fera pas, ça. C'est pour ça que je le fais pas non plus. Got a weak brain and a narrow mind. The world gonna leave you. Nous reprenons la route du sud. À 200 km de Clarksdale, celle-ci rejoint enfin le fleuve. À Vicksburg, autrefois l'un des principaux ports commerciaux pour les bateaux à vapeur, circulant entre la Louisiane et le reste du pays. Pour nous, juste le temps d'une pause dans le quartier historique, avant de quitter définitivement le delta du Mississippi. Sur les rives du fleuve, la vieille gare est aujourd'hui désaffectée. Lors de la Grande Migration, nombre de Noirs embarquèrent ici pour les villes industrielles du Nord, dans l'espoir d'une vie nouvelle. Parmi eux, en 1936, Willie Dixon, alors jeune boxeur, monte dans le train pour Chicago. Il deviendra là-bas l'un des plus importants compositeurs de l'histoire du blues. La route 61 nous conduit maintenant vers la Louisiane. Destination Bâton Rouge, la capitale de l'État, au cœur du pays cajun. Changement de décor. Alors que les méandres du Mississippi viennent se perdre dans le golfe du Mexique, le bayou est omniprésent. Avec la mangrove qui envahit tout, les poissons-chats et les alligators. Le bassin d'Atchafalaya, que nous décidons de découvrir en bateau, constitue le plus grand marécage d'Amérique du Nord. Une expérience inédite pour Liddell, bien loin ici des faubourgs de Chicago. You are my swamp queen now, and I'm your frogman, baby. I won't be fed no frogs for these snakes now. They cut down all my trees. My child cannot even breathe. Swamp lady now, won't you please rescue us? Swamp queen, baby, won't you please come and rescue? Rescue us. Rescue us now.
Canadiens francophones, mais aussi indiens, espagnols, noirs de la Caraïbe. L'histoire mouvementée de la Louisiane a mis en présence des cultures multiples. Dans cette nouvelle étape de notre voyage musical, le blues traditionnel côtoie d'autres formes originales, comme le zydeco, blues rock local dont l'instrument maître est l'accordéon. I'm in love with a married woman. I'm too afraid to call her name. You see, if I call her name, I know I'm gonna be in trouble. Le truc ici, c'était la musique cajun, la musique zydeco et aussi la musique country. Le zydeco, en fait, est créole. Par ici, c'est la culture créole. Il y a aussi des créoles en Haïti. Tu sais ça? Les Haïtiens sont créoles. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'est retrouvés ici. Les créoles par ici sont noirs et les cajuns sont blancs. Mais c'est un peu la même culture. Il y avait une séparation, tu sais. Maintenant, tout le monde vit ensemble. Et ça, on le doit au zydeco. Le zydeco a réuni les blancs et les noirs, ici, dans le sud de la Louisiane. Cornbread, give me cornbread. I want a cornbread, Jack. You give it to me. Yeah. Give me cornbread, Jack. I want cornbread now. You give it to me. Hold on. Hey. Well, give it to me. Give it to me. Give me cornbread. I want a cornbread, baby. Kush. Why don't you hit to come back, baby? Why don't you hit too late to come back now? You know you had a chance, but you didn't want to grant it. You know you had a chance, too late to come back, baby. Hey! Nous filmons le concert de Major Andy au Juke Joint de Teddy, à proximité de Bâton Rouge. Les Juke Joints jouèrent un rôle essentiel dans le développement du blues. Les établissements des Blancs leur étant fermés, les Noirs trouvaient là leur seul lieu de distraction, à la périphérie des villes ou au croisement des routes de campagne. Ils s'y réunissaient le week-end pour boire un verre, écouter de la musique et danser. Quand tu entres dans ce qu'on appelle un juke joint, tu éprouves tout de suite une sensation particulière. Un juke joint, en fait, c'est un vieux bâtiment où les gens se retrouvent, exactement comme dans une église. Quelqu'un apporte une guitare, un autre un accordéon, un autre un banjo, une batterie, et tous se retrouvent ici.
On reconnaît tout de suite un vrai juke joint. Il y a plein de vieux trucs. Souvent, les meubles ne sont pas assortis. Les tables sont de tailles différentes. Les chaises aussi. Et il y a plein de guirlandes lumineuses. Chez Teddy, plus tard dans la soirée, nous rencontrons également Larry Garner, grand bluesman de Bâton Rouge, que Major Andy invite à monter sur scène. Give me some champagne when I get thirsty. Yeah. Give me a little toke of reefer when I wants to get high. Yeah. Yeah. Give me champagne when I get thirsty. Give me a little toke of reefer when I want to get high. And when I wanna be with my woman, Teddy bring me a lawn chair and put it by my side. Cause when I get high, I like to rub my head between my baby breasts. Y'all watch out now. Get high. I like to rub my head right between her breasts. She said, Larry, I don't mind you drinking, but when you high, honey, that's when you at your bed. Je dormais dans une petite maison pas loin d'ici et dans les bois, il y avait un juke joint qui s'appelait Holmes Juke Joint. Je me mettais à la fenêtre pour écouter à travers les arbres les groupes qui jouaient. Je me disais, un jour, je jouerai là-bas. Ils ne m'auraient pas laissé entrer car j'étais beaucoup trop jeune. Le jour, c'était un magasin et la nuit, c'était un club. Alors la journée, je pouvais sentir là-bas les effluves de bière et l'ambiance du blues. En achetant des bonbons et des gâteaux, je pouvais sentir les odeurs du juke joint. Et la nuit, je restais à ma fenêtre pour écouter la musique. En fait, tout ça m'a imprégné. Je pense constamment en termes de musique aujourd'hui. C'est juste en moi. I swear I just might forget your name. Yeah, when I get high, I just might forget where I put my keys and forget your name. You know, I don't think it's nothing wrong with smoking a little reefer. But don't mess with crystal meth and crack cocaine. Nous quittons Bâton Rouge et reprenons la 61 en direction de la Nouvelle-Orléans. Autrefois, la seule voie de circulation entre ces deux villes était le Mississippi. Près de 400 plantations de sucre et de coton étaient installées le long du fleuve, recourant à une main-d'œuvre d'esclaves. Nous décidons de nous arrêter à Vacherie pour visiter l'une d'entre elles, aujourd'hui restaurée, la Laura Plantation. Les grandes plantations de Louisiane connurent un essor très important au début du XIXe siècle.
avec l'arrivée massive de milliers de créoles. Les planteurs blancs fuyaient alors Saint-Domingue, où la révolution des Noirs avait tenu en échec la puissance coloniale. Le comportement des planteurs vis-à-vis des Noirs leur appartenant pouvait varier d'une plantation à l'autre. Chacun interprétait à sa façon le fameux code noir, censé régir les rapports entre maîtres et esclaves. En général, les Noirs vivaient regroupés dans des baraquements, à l'écart des Blancs et des Indiens. Une vie sous surveillance, où chaque nouvelle union devait être approuvée par le maître et où tout manquement à la discipline pouvait être sévèrement puni. C'est ici que vivaient les esclaves. La famille d'un musicien très célèbre a grandi ici, les sœurs de Fats Domino. Lui, il est né plus tard à la Nouvelle-Orléans, mais ses sœurs sont nées ici. En mettant le pied dans cette maison, vous savez, à cette époque, les esclaves étaient gardés dans de petites maisons. Mais nous avions des familles nombreuses. Vous pouviez avoir 10 personnes qui vivaient ici, dans un endroit comme ça. C'est très petit, mais quand 10 personnes vivaient là, ça devenait encore plus petit. J'aperçois ici de vieilles photos de ces gens. Ils ont vécu sur cette plantation jusqu'aux alentours de 1870. Jusqu'à ce que l'endroit soit abandonné. Après, ils ont déménagé de l'autre côté du champ de maïs, là-bas. J'ai le cœur qui se serre quand je repense à tout ça. Comment est-ce qu'ils ont tenu? Ils ont survécu ensemble. Ça, c'est une première explication. En fait, le seul moyen pour les esclaves d'échapper à leur quotidien était de se distraire. Ils commençaient à chanter en travaillant là-bas. Ils choisissaient une chanson que tout le monde aimait, et tout le monde, dans les champs de canne, de maïs ou de coton, la reprenait. Ils ramenaient cette chanson le soir dans leur maison. Les gens tapaient en rythme sur des bouts de bois, jouaient avec des guitares à une seule corde. Ils composaient en fait. Beaucoup de ces chansons folk viennent de ces plantations. C'est ici qu'est née la musique populaire américaine. C'est ici que ça a commencé, avec ces esclaves, dans ces plantations du Sud. Ces esclaves déportés depuis l'Afrique, et certains autres qui étaient déjà là, des Indiens. Ils ont dû travailler ici et souffrir si longtemps. Mais ils avaient leur musique pour les soutenir. Must I work for you now? How long now? Must my children suffer too? I was born free, far from a land, across the sea. I'm gonna play the blues till the day I die. Dernier kilomètre avant le terminus de notre voyage. Nous arrivons maintenant à la Nouvelle-Orléans, le grand port de la Louisiane, ouvert sur le golfe du Mexique. I've been
in the right place, but it must have been the wrong time. I'd have said the right thing, but it must have used the wrong line. La ville ne ressemble à aucune autre de notre parcours. Une dimension cosmopolite où les multiples influences francophones, latines, caribéennes ont permis l'éclosion d'une scène musicale originale. Louis Armstrong, Cab Calloway, Fats Domino, mais aussi Little Richard, Lonnie Johnson, Professeur Longhair ou encore Dr. John. À la Nouvelle-Orléans, le blues côtoie le jazz, le funk, la calypso et les rythmes vaudous. Et entre ces genres différents s'est opérée ici une fusion explosive. À Jackson Square, au cœur du quartier français, Ledl décide d'improviser un blues funk avec des musiciens de rue. Aux percussions, Swiss Chris, le batteur de son groupe new-yorkais qui nous a rejoints pour cette dernière étape. « 1500 km depuis que nous avons quitté Chicago et les rives du lac Michigan. Cette traversée de l'Amérique nous a conduits d'une rive à une autre, sur les traces du blues et de l'histoire afro-américaine. Surtout, notre parcours a été jalonné par des rencontres. Nous savons déjà que celles-ci nous marqueront pour longtemps, et que Ledl, en acceptant de faire ce voyage à nos côtés, leur a donné une autre dimension. Les musiciens que j'ai découverts au cours de ce voyage étaient comme des frères. Ces gens m'ont dit « Viens là ». Des grands musiciens, bien meilleurs que moi. Viens là et joue le blues avec nous. Partageons cet amour. Voilà ce que j'ai découvert avec mon peuple, sur la route du blues. Mon ADN savait exactement ce qui se passait en fait. Vous savez, c'est ma culture, c'est ma musique. Même si je ne comprenais pas toujours tout exactement, il me suffisait de me laisser aller et de laisser le blues prendre le dessus. Et là, je me sentais à l'aise avec tous ces musiciens. Ça, c'est le feeling. Le blues, c'est un feeling. Si tu ne l'éprouves pas, rien ne se passe. Ces gars l'éprouvaient, et moi aussi avec eux. Alors beaucoup de ces moments étaient très très intimes, où on communiquait à travers la musique. Je joue du blues. Toutes mes notes viennent du blues. Même si je joue plus du rock'n'roll, en fait, c'est du blues. Je dois ressentir vraiment tout ce que je joue et chante. Donc c'est du blues, qui emprunte aussi au blues traditionnel, car j'en ai joué. J'ai grandi à Chicago et la première musique que j'ai appris, c'est du blues traditionnel, de Chuck Berry à Muddy Waters ou Buddy Guy. J'ai appris tout ça. Et j'ai écouté Robert Johnson lorsque j'avais 16 ou 17 ans. Cette musique m'a nourri. Et ZZ Hill, quand j'étais un bébé. Ma musique est beaucoup plus électrique. Mais en fait, c'est la même chose. C'est du blues. Je l'ai ressenti très fort en retrouvant mon peuple ici. Et les racines de ma musique. Tout ça m'a ramené aux racines de ma musique, bien plus que je ne l'aurais imaginé.
Comme le gospel, le blues appartient désormais à l'histoire de l'Amérique. À travers lui, la communauté afro-américaine a su inventer une forme poétique achevée. Sous une apparente simplicité, en quelques notes bleues aux accents mélancoliques, elle a raconté sa réalité et affirmé son identité. Comme disait Willie Dixon, pour que l'arbre donne des fruits, il faut qu'il ait de vraies racines. Et là réside peut-être le secret de la longévité du blues et de son influence sur tous les genres qui lui ont succédé. Sa vérité. Too late, I'm going home on a morning train. I'm going home on a morning train. I'm going home, I'm going home, I'm going home.